cœur d'un désert qui m'avait tout pris, j'ai trouvé un oiseau de bois. Non pas un souvenir, mais l'objet même que j'avais enterré avec ma fille, des lunes et des centaines de kilomètres plus tôt. Le vent du désert me cinglait le visage, charriant le sable et les murmures des esprits anciens. Cela faisait des lunes que je marchais, le cœur aussi aride que la terre sous mes mocassins. Derrière moi, rien que des cendres et des souvenirs. Devant moi, l'horizon infini, une promesse vide que le soleil écrasait chaque jour. Mon seul compagnon, Chayton, trottait à mes côtés, sa langue pendante, mais sa queue toujours prompte à un frémissement d'espoir. C'était un chien errant, un mélange de loup et de courage, que j'avais trouvé grelottant près d'une rivière asséchée. Nous étions deux solitudes qui avaient décidé de faire route ensemble. Et puis, nous l'avons vu, niché au creux d'un petit canyon, à l'abri des vents les plus violents, une wickiup. Sa structure de branchages et de peau était intacte, comme si ses habitants venaient à peine de partir. Le silence qui l'entourait n'était pas celui de l'abandon, mais celui de l'attente. J'ai posé une main sur la tête de Chayton. On dirait que les esprits nous ont entendus, mon ami, un toit pour cette nuit. Mais le chien ne partageait pas mon soulagement. Alors que je m'approchais, il s'est raidi, le nez en l'air, humant une information qui m'échappait. Un grognement sourd a vibré dans sa poitrine. Je me suis arrêté net, scrutant les alentours. Rien. Pas une trace de pas fraîche. Pas un bruit suspect, hormis le sifflement du vent dans les roches. J'ai fait signe à Chayton de se calmer. Ce n'est que l'odeur de ceux qui sont partis, lui ai-je soufflé. Leurs peurs et leurs espoirs sont encore imprégnés dans ces murs. L'intérieur était vide, mais propre. Un foyer de pierre au centre contenait des cendres froides depuis des semaines, peut-être des mois. Sur le côté, une peau de bison usée était pliée, comme si on attendait le retour de quelqu'un pour la déplier à nouveau. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune odeur de maladie ou de mort. Juste une absence, un vide aussi soudain qu'inexplicable. Qui pouvait quitter un abri si parfait, si bien entretenu, sans même prendre une couverture? La fatigue a eu raison de mes questions. J'ai rassemblé du bois mort, et bientôt, une petite flamme dansait dans le foyer, projetant nos ombres tremblantes sur les parois courbes de la wickiup. La chaleur était un baume sur ma peau et sur mon âme. Pour la première fois depuis la grande dispersion de mon peuple, je me sentais presque chez moi. J'ai partagé mes dernières lanières de viande séchée avec Chayton, qui les a mangées sans enthousiasme, ses yeux jaunes fixés sur l'entrée obscure de la hutte. Le crépuscule a teinté le ciel de pourpre et d'orange sanguine. Les coyotes ont commencé leur chant mélancolique au loin. C'était une nuit comme des milliers d'autres, et pourtant une tension étrange s'installait. Chayton, qui d'habitude se serait déjà roulé en boule contre moi, arpentait notre petit abri. Il grattait le sol de terre battue, gémissait doucement, puis allait renifler l'air à l'entrée, le poil de son échine hérissée. « Qu'y a-t-il, Chayton » ai-je demandé à voix basse. « Tu sens des pumas, des étrangers ?» Mais son comportement était différent. Je l'avais vu faire face à des ours et à des hommes armés. Ce n'était pas de la peur que je lisais dans son attitude, ni de l'agressivité. C'était de l'anticipation. Comme s'il attendait un événement inéluctable, un rendez-vous fixé par le destin bien avant notre arrivée. Il ne regardait pas au loin dans le désert, mais juste là, devant la porte, comme si la chose qu'il sentait était déjà à notre seuil, invisible à mes yeux d'homme.
Je suis sorti, le cœur battant. La lune se levait, projetant une lumière spectrale sur le paysage. Le silence était total, oppressant. Le vent lui-même semblait avoir retenu son souffle. J'ai fait le tour de la Wikiup, examinant chaque pierre, chaque buisson. Rien, absolument rien. Je suis rentré, frustré, et j'ai attrapé mon chien par le collier. « Assez, Chayton, tu me rends fou, il n'y a personne, nous sommes seuls. » Il a posé sa grosse tête sur mes genoux, mais il tremblait de tous ses membres. Le feu crépitait, et dans le jeu des flammes, j'ai cru voir des formes danser sur les murs, les silhouettes des gens qui avaient vécu ici. Une famille, peut-être. Un homme, une femme, un enfant. J'ai fermé les yeux, essayant de chasser ces fantômes. Ma propre famille me manquait. Une douleur si vive qu'elle me coupait parfois la respiration. Ma femme, Ayana, et ma petite fille, Tiny, emportée par la fièvre blanche. C'était pour elles que je marchais, pour m'éloigner du lieu de leur dernier souffle. Un grattement. Pas celui de Chayton. Un bruit léger, presque imperceptible, venu de l'extérieur. Juste contre la paroi. Chayton a bondi sur ses pattes, tous ses muscles tendus, un grondement de tonnerre montant de sa gorge. Cette fois, ce n'était pas dans ma tête. Quelque chose était là. Lentement, j'ai attrapé le couteau à ma ceinture, mon autre main faisant signe à Chayton de ne pas bouger. Je me suis approché de l'entrée à pas de loup, le sang martelant mes tempes. Je me suis penché, risquant un œil dehors. La lumière de la lune éclairait une petite zone juste devant la porte. Et c'est là que je l'ai vu, posé délicatement sur le sable, comme une offrande, un petit oiseau en bois sculpté. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. La sculpture était grossière, mais je la reconnaîtrais entre mille. C'était la réplique exacte de celui que j'avais taillé pour Tiny, une semaine avant qu'elle ne tombe malade. L'original était enterré avec elle, à des centaines de kilomètres d'ici. Personne, absolument personne ne pouvait savoir. Mes doigts tremblaient en se refermant sur le petit oiseau. Le bois était usé, poli par des mains minuscules. Je l'ai retourné et mon cœur a manqué un battement. Là, sur le dessous de l'aile, une entaille que j'avais faite par erreur, une cicatrice dans le bois que seul moi connaissais. C'était bien lui, pas une copie. C'était l'oiseau de ma fille. Un frisson glacial a parcouru mon échine, plus froid que n'importe quelle nuit du désert. Comment était-ce possible? Un esprit m'avait-il suivi? Ou étais-je devenu fou, mon chagrin sculptant des hallucinations dans la poussière? Chayton gémit doucement, me donnant un coup de museau dans la main. Son regard disait « Tu vois, je te l'avais dit ». Je me suis relevé d'un bond, scrutant les ténèbres au-delà du cercle de lumière de la lune. « Montrez-vous » ai-je crié, ma voix se brisant. « Qui que vous soyez, cessez ce jeu cruel. » Seul l'écho m'a répondu, se moquant de ma détresse. Il n'y avait pas de traces de pas, à part les miennes et celles de Chayton. Personne n'aurait pu s'approcher si furtivement, déposer l'objet et disparaître sans laisser la moindre empreinte. C'était une énigme que ma logique de chasseur ne pouvait résoudre. Je suis rentré dans la Wikiup, l'oiseau de bois serré dans mon poing, comme s'il pouvait s'envoler. La chaleur du feu semblait maintenant artificielle, incapable de chasser le froid qui s'était logé au plus profond de mes os. J'ai posé l'oiseau près du foyer, sur la peau de bison. Il semblait minuscule, un vestige d'un monde disparu, un messager impossible. Chayton, au lieu de se calmer, est retourné vers le coin où il avait gratté le sol plus tôt.
Cette fois, son insistance était frénétique. Il grattait avec ses pattes avant, envoyant de petites giclées de terre, s'arrêtant pour me regarder avec une urgence qui ne pouvait plus être ignorée. Mon instinct me hurlait de fuir, de laisser cet endroit à ces fantômes et de courir jusqu'à ce que le soleil se lève. Mais l'oiseau était une ancre, un lien avec ma fille que je ne pouvais abandonner. J'ai cédé. Je me suis agenouillé à côté de Chayton et j'ai commencé à creuser avec mes mains là où il m'indiquait. La terre était meuble, comme si elle avait été remuée récemment. À quelques centimètres de profondeur, mes doigts ont heurté quelque chose de souple, du cuir. Avec précaution, j'ai dégagé l'objet. C'était une petite bourse, fermée par un lacet de cuir usé. Elle était vieille, mais bien entretenue. Mon cœur battait la chamade. Était-ce là la clé? L'explication du départ des habitants? J'ai hésité, sentant que je violais une sépulture, un secret qui ne m'appartenait pas. Mais Chayton a posé sa tête sur mon épaule, dans un geste de réconfort et d'encouragement. J'ai défait le nœud. À l'intérieur, il n'y avait pas de pièces, pas de bijoux, rien de valeur matérielle. Il y avait 2 choses. La première était une mèche de cheveux noirs, fins comme de la soie, liée par un fil de tendon. Les cheveux d'un enfant. Une douleur familière a tordu mes entrailles. L'autre objet était une pierre plate et lisse, une pierre de rivière. Sur sa surface, peinte avec de l'ocre rouge, se trouvait une spirale simple, un symbole de voyage, de cycle, de retour à la source. J'ai compris. J'ai compris le silence de cette wickiup. Ce n'était pas l'absence, c'était le deuil. La famille qui vivait ici. Ils avaient perdu un enfant, eux aussi. Ils avaient enterré ce souvenir sous le sol de leur maison, peut-être dans l'espoir de contenir leur douleur. Mais la peine n'est pas une chose que l'on peut enterrer. Elle s'infiltre dans les murs, dans l'air. C'est ça que Chayton sentait. Pas une menace, mais une tristesse si profonde qu'elle avait sa propre présence, sa propre odeur. Ils étaient partis, incapables de supporter les fantômes de leur propre foyer. Une étrange paix s'est installée en moi. Je n'étais pas seul. Dans ce lieu perdu, j'avais trouvé un écho à ma propre souffrance. J'ai reposé la bourse à côté de l'oiseau de bois. 2 deuils, 2 symboles d'un amour perdu, réunis par le hasard ou par le destin. Je me sentais connecté à ces inconnus, liés par le fil invisible de la perte. Je me suis assis, le dos contre la paroi de la hutte, et j'ai commencé à chantonner doucement. Une berceuse que ma mère me chantait et que j'avais chantée à Tiny. Une mélodie simple sur le vent, les étoiles et le sommeil paisible. Chayton s'est finalement couché, sa tête sur mes pieds, et le silence est revenu. Mais il était différent, moins lourd, moins menaçant. C'était un silence de contemplation. C'est alors que je l'ai entendu. D'abord un murmure, si faible que je crus que c'était le vent dans une faille du canyon. Mais le son a grandi, prenant forme. C'était une mélodie, fragile, lointaine, mais claire. Mon sang s'est glacé dans mes veines, et chaque poil sur mon corps s'est hérissé. Ce n'était pas ma berceuse, c'était celle d'Ayana, la chanson secrète qu'elle avait inventée pour Tiny, des notes et des mots qu'elle seule connaissait. Une mélodie que je n'avais pas entendue depuis le jour où elle avait fermé les yeux pour la dernière fois, une mélodie qui était censée être morte avec elle. La berceuse d'Ayana flottait dans l'air nocturne, une mélodie impossible qui défiait la mort et la distance. Chayton, qui semblait enfin apaisé, a redressé la tête, les oreilles pointées vers l'extérieur.
Un léger jappement d'incertitude lui a échappé. Mon esprit luttait pour trouver une explication rationnelle. Une autre femme apache connaissait-elle cette chanson? Impossible. Ayana l'avait créée à partir de son cœur, un tissage de sons aussi unique que son âme. Étais-je en train de rêver? Mon chagrin était-il si profond qu'il créait désormais des symphonies de fantômes? J'ai éteint la flamme d'une poignée de sable, plongeant la Wickiup dans une obscurité presque totale, seulement percée par la pâle lueur de la lune filtrant par l'entrée. Je ne voulais pas être une cible visible. Rampant jusqu'à l'ouverture, je suis resté à plat ventre, le cœur battant si fort que j'entendais son écho contre la terre. La mélodie continuait, plus proche maintenant. Elle ne venait pas d'une direction précise, mais semblait envelopper le canyon, émanant des roches elles-mêmes. C'était une voix de femme, douce et empreinte d'une tristesse infinie. Mais ce n'était pas la voix d'Ayana. C'était autre chose. Plus jeune, peut-être, mais portant un fardeau tout aussi lourd. Oh, puis une silhouette est apparue au sommet de la crête opposée, se découpant sur le disque de la lune. C'était une femme. Elle était petite, frêle, et ses longs cheveux noirs flottaient dans la brise nocturne. Elle ne semblait pas me voir. Elle se tenait simplement là, chantant sa peine aux étoiles. La distance était trop grande pour distinguer ses traits, mais sa posture disait tout. L'abandon, la solitude, une sentinelle veillant sur une tombe invisible. Qui était-elle? L'ancienne habitante de cette Wickiup, la mère de l'enfant à qui appartenait la mèche de cheveux? C'était la seule explication plausible. Mais la chanson, comment connaissait-elle la chanson d'Ayana? Était-ce une coïncidence si extraordinaire qu'elle frisait le miracle ou la sorcellerie? Mon peuple croit que les chansons de deuil peuvent parfois voyager sur le vent du chagrin, partagées par des cœurs qui souffrent de la même manière. Peut-être que nos deux peines, la sienne et la mienne, avaient créé un pont invisible à travers le désert. Je suis resté immobile pendant ce qui m'a semblé une éternité, l'écoutant chanter. Chaque note était un coup de poignard dans mes souvenirs. Je revoyais le visage d'Ayana, penché sur le berceau de Tiny, ses lèvres murmurant cette même mélodie. La rage a commencé à monter en moi, une colère irrationnelle. Cette femme, qui qu'elle soit, profanait ma mémoire la plus sacrée. Elle volait mon deuil. Quand la dernière note s'est éteinte dans le silence, la silhouette a bougé. Elle a commencé à descendre la pente rocailleuse, avec une agilité surprenante dans la pénombre. Elle se dirigeait droit vers la Wickiup, droit vers moi. La panique m'a saisi. Devais-je l'interpeller? Me cacher? Fuir? Mon instinct de guerrier me disait de me préparer au combat, mais quelque chose dans sa démarche fragile et sa mélodie brisée désarmait toute agressivité. Ce n'était pas une menace, c'était une âme en peine, attirée par ce lieu comme un papillon de nuit par une flamme éteinte. Je me suis reculé dans l'ombre la plus profonde de la hutte, retenant mon souffle. Chayton s'est collé contre moi, silencieux, comme s'il comprenait la solennité du moment. Je l'ai entendu approcher, le bruit léger de ses mocassins sur le sable. Elle s'est arrêtée juste devant l'entrée. J'ai vu son ombre s'allonger sur le sol. Elle est restée là, immobile. Attendait-elle quelque chose? Avait-elle senti notre présence? Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle a parlé dans le dialecte de mon peuple. « Je sais que tu es là. L'esprit du chien me l'a dit en rêve. Mon corps s'est raidi. Comment pouvait-elle savoir? »
Il a dit qu'un homme au cœur brisé viendrait se réfugier dans ma tristesse. Il a dit que tu apporterais une réponse. Lentement, elle s'est agenouillée et est entrée dans la wickiup. La lumière de la lune l'a éclairée de dos. Je pouvais maintenant voir qu'elle portait une simple robe en peau de daim et que ses cheveux tombaient jusqu'à sa taille. Elle ne m'a pas regardé. Ses yeux se sont posés immédiatement sur le foyer, là où j'avais laissé l'oiseau de bois et la bourse en cuir. Un hoquet de surprise et de douleur lui a échappé. Elle a avancé à genoux, les mains tremblantes. Elle a d'abord pris la bourse, la serrant contre sa poitrine comme si elle retrouvait son propre cœur. Puis, son regard est tombé sur l'oiseau. Elle l'a fixé longuement, le visage tordu par l'incompréhension. Elle a tendu la main, mais n'a pas osé le toucher. Cet oiseau, a-t-elle balbutié, sa voix étranglée par les larmes. C'était celui de mon fils, Nokoa. Il l'adorait, il ne le quittait jamais. Mon monde a basculé. Un vertige m'a pris, la terre semblant se dérober sous moi. Son fils, Nokoa? Mais c'était impossible. C'était l'oiseau de Tiny. Je l'avais fabriqué de mes propres mains, dans notre campement, à des centaines de kilomètres d'ici. À moins que ce ne soit pas le même. Mais la cicatrice, l'entaille sous l'aile, c'était une folie, une coïncidence si parfaite qu'elle en devenait terrifiante. Je suis sorti de l'ombre, lentement, pour ne pas l'effrayer. Elle a sursauté et s'est retournée. Ses grands yeux noirs, brillants de larmes, se sont posés sur moi. Elle était jeune, à peine une femme. Son visage était creusé par le chagrin, mais d'une beauté sauvage et indomptable. Cet oiseau n'appartenait pas à votre fils, ai-je dit, ma voix rauque. Je l'ai sculpté pour ma fille. Elle s'appelait Tiny. Elle m'a regardé, le doute et la confusion luttant sur son visage. Puis son regard est devenu perçant, comme si elle pouvait lire au plus profond de mon âme. « Tiny », a-t-elle répété doucement, « la pluie qui tombe. » Mon fils, Nokoa, signifiait le loup. Il a été emporté par la même fièvre, la fièvre blanche. Il nous a quittés à la dernière lune. Avant de partir, il m'a fait une promesse. Il a dit qu'il enverrait un signe pour me dire qu'il avait trouvé la paix, et une amie pour jouer avec lui sur le chemin des esprits. Elle a alors tendu sa main tremblante et a retourné l'oiseau de bois. Elle a pointé son doigt vers l'entaille, la cicatrice sous l'aile. Il appelait ça la blessure de l'étoile filante, a-t-elle murmuré. Il disait que c'est là que l'esprit de l'oiseau s'était enfui avant de revenir. Le souffle glacé du grand esprit a parcouru ma colonne vertébrale. La blessure de l'étoile filante. Ces mots résonnaient dans le silence de la hutte, démantelant les murs de ma réalité, brique par brique. Je me suis agenouillé à mon tour, le sol semblant instable sous mes genoux. J'ai regardé l'oiseau, puis cette femme, et de nouveau l'oiseau. Il n'y avait plus de doute. Nous ne parlions pas de deux objets similaires. Nous parlions de la même âme de bois, du même souvenir impossible. Je ne comprends pas, ai-je murmuré, ma voix n'étant plus qu'un souffle. J'ai déposé cet oiseau entre les mains de ma fille avant de refermer sa sépulture. J'ai senti son froid sous mes doigts une dernière fois. La femme, dont le visage était baigné par la lumière lunaire, a hoché la tête, lentement. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Et moi, je l'ai vu disparaître des mains de Nokoa la nuit où son esprit l'a quitté. Il le tenait si fort, et puis il n'était plus là. J'ai cru que les esprits l'avaient emporté avec lui. Elle a fait une pause, son regard se perdant dans le vide.
je m'appelle Yiska. Taza, ai-je répondu. Nous sommes restés silencieux un long moment, deux étrangers liés par un miracle douloureux. Le mystère de l'oiseau n'était plus une question de logique, c'était une vérité du monde des esprits, un message envoyé à travers le voile. Nos enfants, Tiny et Nokoa, s'étaient trouvés. Sur ce grand chemin étoilé, leur solitude avait pris fin. L'oiseau n'était pas un simple jouet, c'était un pont qu'ils avaient construit pour que nous puissions nous trouver aussi. La chanson, ai-je demandé, la gorge nouée. La berceuse que vous chantiez. Yiska a souri tristement. Elle m'est venue en rêve, la nuit après la mort de Nokoa. Une femme au visage doux me la chantait à l'oreille. Elle disait que c'était une chanson pour guider les petits voyageurs, pour que leurs pas ne faiblissent pas dans la nuit. Ayana. Mon Ayana avait tendu la main à cette autre mère en deuil, par-delà la mort. Mon chagrin, que je croyais être une île déserte, était en fait relié à un autre continent de douleur. Je n'étais pas seul. Ma solitude n'était qu'une illusion. Toute la tension a quitté mon corps, remplacée par une tristesse immense, mais paisible. J'ai tendu la main et, avec une infinie précaution, j'ai poussé l'oiseau de bois vers Yiska. « Il vous appartient autant qu'à moi », ai-je dit. Elle a posé sa main à côté de la mienne, nos doigts se frôlant au-dessus du petit totem. Il n'appartient plus à aucun de nous, Taza. Il appartient à leur amitié. C'est leur histoire maintenant, pas seulement la nôtre. Cette nuit-là, nous avons parlé. Nous avons partagé des souvenirs de nos enfants. J'ai parlé de la façon dont Tiny riait en poursuivant les papillons. Et Yiska m'a décrit comment Nokoa imitait le cri des loups avec une perfection surprenante. Nous avons pleuré ensemble, non pas des larmes de désespoir, mais des larmes de souvenir, des larmes qui lavaient les blessures au lieu de les creuser. Shaitan s'est finalement endormi, roulé en boule entre nous deux, son devoir de guide accompli. Il avait flairé ce lien, cette convergence de destin, bien avant que mon esprit humain ne puisse le concevoir. Quand les premières lueurs de l'aube ont commencé à teinter le ciel, une décision s'était formée sans que nous ayons eu besoin de la formuler. Ce wiki-up n'était plus un abri vide, c'était un sanctuaire. Mais ce n'était pas un endroit où rester. C'était une étape, un lieu de rencontre, pas une destination. Nous sommes sortis alors que le soleil naissant peignait les canyons de teintes roses et dorées. Yiska tenait la bourse contenant la mèche de cheveux de son fils, et je tenais l'oiseau de bois. D'un commun accord, nous avons marché jusqu'à un vieux mesquite qui s'accrochait avec défi à la paroi du canyon, ses racines profondes témoignant de sa résilience. Au pied de l'arbre, nous avons creusé un petit trou avec nos mains. Yiska y a déposé la bourse, puis j'ai placé l'oiseau juste à côté. Ce n'était pas un enterrement, c'était une offrande. Nous ne disions pas adieu à nos enfants, nous leur donnions un endroit où leurs esprits pourraient toujours se retrouver. Nous avons recouvert le tout de terre et de pierre, créant un petit cairn discret. En nous relevant, nos regards se sont croisés. Il n'y avait plus de questions, seulement une compréhension silencieuse. Nous ne savions pas où nous allions, mais nous savions que nous n'y allions plus seuls. Le vent du désert ne me semblait plus hostile. Il portait les murmures de nos enfants, non plus comme des échos de perte, mais comme des promesses d'aube. Shaitan s'est frotté contre ma jambe, puis contre celle de Yiska, avant de prendre la tête du chemin qui sortait du canyon, jetant un regard par-dessus son épaule, comme pour dire « Alors, vous venez ?» J'ai regardé Yiska.
Et pour la première fois depuis des lunes, un véritable sourire a effleuré mes lèvres. Elle me l'a rendu. Nous étions deux mémoires brisées, deux cœurs en exil. Mais en ce matin nouveau, nous n'étions plus des solitudes fuyant leur passé. Nous étions deux histoires qui commençaient à marcher côte à côte, portant nos enfants non plus comme des fardeaux, mais comme les étoiles qui nous guideraient dans les longues nuits à venir. Notre destin n'était plus une fin, mais un chemin, et nous allions le parcourir ensemble.